Bienvenue dans Un monde sain, l'émission qui a pour but de révolutionner votre santé. Je suis Noémie, nutritionniste holistique, créatrice de recettes végétales sur le blog Mimi's Delicacies. J'ai à mes côtés Dr Neil Barnard, fondateur du PCRM, ou la nouvelle branche en français, le Comité des médecins pour une médecine responsable. Anne-Marie Roy, nutritionniste, fondatrice de la clinique Renversante. Anne, coach de santé, co-host de ce programme avec moi et créatrice du site Veggie Magnifique pour un mode de vie seulement vegan. Alors, le thème de cette émission, ce sont les protéines végétales et nous accueillerons pour en parler Dr François Mariotti, spécialiste des protéines, et chef Francesca Lazzaro. Alors, je pense qu'on a tous eu à un moment donné dans notre transition vers une alimentation végétale certaines questions qui reviennent assez souvent et j'aimerais bien qu'on les partage un petit peu pour se faire une idée des idées reçues. Pour ma part, par exemple, c'est pas tant une question, c'est même plutôt une affirmation qui est que si l'on a une alimentation complètement végétale, alors on a une carence en protéines. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Est-ce que pour ta part, Anne, par exemple, tu as entendu des questions comme ça qui reviennent assez souvent? Oui, tout à fait. En fait, il y a des gens qui ont peur de ne pas être forts. Par exemple, cette idée de si on mange pas les protéines animales, on va pas pouvoir être costaud ou fort. C'est ce que j'entends parfois. Ouais, c'est quelque chose qui revient souvent. Neil, tu entends souvent aussi des questions qui se répètent. Parfois, les gens s'imaginent que les protéines sont toujours saines et qu'il n'y a jamais de risque. Anne-Marie, pour ta part, j'imagine que tu as dû entendre aussi pas mal de choses. Alors, tout ce que vous avez dit, je l'ai entendu aussi, mais j'entends aussi beaucoup que les protéines animales sont supérieures ou de meilleure qualité aux protéines végétales. Et aujourd'hui, on va vraiment démystifier ce concept-là. Oui, tout à fait. Et ensuite, on va parler avec Neil. Enfin, Neil, il va nous parler. Il va partager les bénéfices de remplacer la protéine animale par des protéines végétales. Alors, Neil, c'est à toi. Les protéines sont utilisées pour réparer les cellules du corps et pour fabriquer des hormones et des enzymes. Et il y a des protéines dans la viande, dans les produits laitiers et les œufs, mais il y a aussi beaucoup de protéines d'origine végétale dans les fèves, les céréales et les légumes. Et des chercheurs de Harvard ont fait une étude pour comparer les protéines végétales aux protéines animales. Et dans une étude comprenant un peu plus que 130 000 participants, ils ont découvert que plus les gens mangeaient des protéines animales, plus le risque de mortalité cardiovasculaire était élevé. Il s'avère qu'il y a un lien entre la consommation des protéines animales et le risque de mourir d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral. Et c'est le cas pour la viande rouge, mais aussi pour le poisson. Par contre, les protéines végétales ont réduit le risque de mourir d'une maladie cardiaque ou d'une autre maladie. Et une partie du problème avec les protéines animales est qu'elles se combinent avec des graisses saturées et avec du cholestérol. En revanche, les protéines végétales se combinent avec des fibres, des glucides complexes sains et de la vitamine C. En plus, il se peut que les protéines elles-mêmes soient un problème. Les protéines sont constituées d'acides aminés, enchaînés comme un collier de perles, et le tube digestif sépare ces acides aminés et le corps les utilise pour fabriquer des nouvelles protéines. Un acide aminé, appelé lysine, est plus abondant dans la viande. Cependant, nous en avons besoin de petites quantités seulement et les scientifiques soupçonnent que la viande apporte trop de lysine et qu'ainsi elle peut augmenter les problèmes cardiaques, en particulier chez les personnes atteintes de diabète. D'autres acides aminés, la méthionine et l'histidine, sont également trop abondants dans la viande et peuvent également être nocifs en excès. Les produits végétaux contiennent également ces acides aminés, mais en quantité plus appropriée à nos besoins. Comme nos cousins biologiques, les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans et les bonobos, nous nous nourrissons des plantes.
Lorsque nous essayons de manger comme un chat ou un chien, en consommant beaucoup de viande, nous pouvons avoir des ennuis de santé. Et voilà. Nous accueillons maintenant professeur François Mariotti. Bienvenue. Vous êtes professeur de nutrition et chef d'équipe à AgroParisTech, spécialiste des protéines, et vos recherches visent notamment à comprendre la relation entre la végétalisation de l'alimentation, l'adéquation nutritionnelle des régimes et la santé cardio-métabolitique. Vous êtes impliqué depuis longtemps dans d'importants sujets de santé publique comme la révision des repères nutritionnels pour la population française. Alors, professeur Mariotti, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a éveillé cet intérêt pour les protéines et notamment pour les protéines végétales? Alors, c'est une vieille histoire, hein, il faut remonter à très longtemps, au XXe siècle. Mais j'ai commencé à m'intéresser quand j'ai commencé un travail de recherche doctoral. Je me suis intéressé aux protéines au départ du point de vue métabolique. Les protéines, ça a toujours été, un peu moins maintenant, mais ça a souvent été un peu le parent pauvre dans les macronutriments énergétiques. On s'intéressait davantage aux lipides, aux glucides qu'aux protéines. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant, voilà. Donc, j'ai commencé un travail de doctorat là-dessus, et dont notamment, il était notamment question des protéines végétales avec des approches assez classiques, hein, pour regarder de la qualité, comme on en juge classiquement des protéines, c'est-à-dire leur digestibilité et leur utilisation métabolique. On pourra en reparler, je pense, parce que je suis ensuite passé à d'autres aspects de la qualité des protéines, un peu plus intégrés dans l'ensemble du régime alimentaire. Super. Écoutez, moi, comme nutritionniste, là, la première question que j'aimerais bien vous poser, c'est quoi nos besoins en protéines approximativement? Est-ce qu'on peut Ouais. donner un chiffre à ça? Est-ce que Mmh. ça s'explique de façon simple? Oui, oui, ça s'explique de façon assez simple. On a un besoin en protéines qui est établi comme étant les quantités de protéines, enfin sous forme d'azote, qu'il est nécessaire d'ingérer pour compenser les pertes, voilà, et assurer le renouvellement des protéines de l'organisme. Donc c'est essentiellement dû au renouvellement des protéines dans les tissus maigres. Donc c'est indexé sur le poids corporel, voilà, des individus. Mais on va peut-être pas donner des chiffres en grammes par kilo de poids corporel, etc. Donc on va retenir que pour un individu de taille et de poids moyen, disons, c'est à peu près en moyenne, c'est autour de 50 grammes ou 50 à 60 grammes par jour de protéines qu'il faut consommer pour assurer donc la couverture de ce besoin-là. Est-ce que vous croyez que c'est possible et facile de couvrir ces besoins avec une alimentation végétale? Alors c'est assez facile parce que c'est ce qui se fait en fait concrètement. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens qui sont sur des régimes omnivores, comme on dit, c'est-à-dire qui consomment toutes sortes de sources alimentaires et protéiques, ont des apports qui sont à peu près de l'ordre du double de ce que je viens de dire. Donc ils ont des apports qui ne sont pas pour autant excessifs, mais qui sont excédentaires, c'est-à-dire qui sont largement plus que ce qui est nécessaire. Si bien que si on diminue les sources protéiques, les sources animales, eh bien on va avoir des apports en protéines qui seront plus faibles, mais qui seront quand même suffisants. On a fait une revue de la littérature avec un collègue américain qui est Christopher Gartner, et on a vu que chez les lacto-végétariens et chez les végétaliens, les apports en protéines étaient très suffisants pour couvrir ce besoin-là. Enfin, à partir du moment où l'apport énergétique est suffisant, c'est-à-dire que les gens ne sont pas dénutris, l'apport protéique est satisfaisant dans la mesure où, bien sûr, les régimes ne sont pas totalement loufoques, on va dire. Les gens consomment des régimes qui ressemblent à quelque chose, qui ressemblent à ce qui est recommandé. Hmm. Puis, dites-moi, est-ce que on peut dire qu'il y a des avantages à opter pour les protéines végétales que pour les protéines animales? Est-ce qu'il y a un bénéfice de plutôt choisir la protéine végétale? Alors oui, mais alors il faut savoir de quoi on parle quand on parle de protéines végétales ou de protéines animales. C'est-à-dire si on s'en réfère aux protéines elles-mêmes au sens strict, c'est-à-dire aux acides aminés, le
plus concrètement. Il y a pas, alors c'est encore un sujet de recherche, on a pas mal travaillé là-dessus. Il se peut que les protéines végétales aient des effets métaboliques en elles-mêmes qui soient plus favorables que les effets métaboliques des protéines animales en elles-mêmes, c'est-à-dire par les acides aminés que ça incorpore. Mais c'est probablement pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qui va avec les protéines elles-mêmes, donc ce qui est apporté par les sources protéiques. Et donc de ce point de vue-là, les sources protéiques végétales et les sources protéiques animales se valent pas, n'ont pas la même valeur, n'ont pas la même valeur entre elles. Et par contre, on a des sources protéiques végétales qui sont de très très bonne qualité, qui sont favorables à la santé. Donc, c'est des groupes alimentaires qu'on connaît bien, qui sont largement recommandés. Produits céréaliers complets, légumineuses, fruits à coque, graines, etc. Et du côté des protéines, des sources protéiques animales, mais on a des sources protéiques qui sont connues pour être plutôt défavorables à la santé. Et c'est notamment les sources, la viande rouge, pour être très concret. Et petite question aussi, est-ce que les sportifs ont besoin de plus de protéines? Alors les sportifs ont un peu plus besoin. Il y a des groupes de population qui ont un peu plus besoin de protéines, et c'est les personnes âgées et vraisemblablement, c'est encore un peu discuté, et les sportifs. Les sportifs un peu plus certainement. Alors ça dépend des types d'activités physiques, ça dépend des niveaux d'intensité, ça dépend des types d'exercices, etc. Mais on considère souvent que les sportifs ont des besoins en protéines qui sont un petit peu plus importants, donc de l'ordre de alors l'équivalent de 70, 90, 100 grammes peut-être de protéines par jour, ce qui est à peu près la consommation moyenne spontanée dans la population générale, hein, voilà. Donc c'est pas non plus des quantités extravagantes, surtout si on tient compte du fait que les sportifs ont des dépenses énergétiques plus importantes liées à leur activité physique, et que donc ça doit s'assortir d'un plus grand apport énergétique total, et donc d'un plus grand apport en protéines en quantité. Voilà. Donc cette dépense énergétique doit permettre de couvrir aussi le surplus d'apport énergétique, ce qui fait qu'en pourcentage de l'apport énergétique, il n'y a pas besoin de beaucoup plus de protéines par rapport à un individu sédentaire, disons. Pour les personnes âgées, quelles sont vos recommandations? Alors, pour les personnes âgées, on recommande, enfin souvent, c'est pas les agences des différents pays ont pas les mêmes chiffres et pas les mêmes recommandations. Souvent, on va dire que chez les personnes âgées, le besoin est le même, le besoin protéique est le même. Il y a beaucoup d'organismes qui disent ça. Et d'autres qui disent que c'est un peu plus important. C'est-à-dire au lieu de 0, si on prend l'apport de référence qui couvre le besoin de tout le monde, au lieu d'être à 0,83 grammes par kilo, ça devient très technique, mais on a des recommandations qui sont de l'ordre de 1 gramme par kilo. C'est pas non plus beaucoup plus, hein, mais c'est un petit peu plus. Et si on a des personnes âgées qui sont fragiles, donc qui consomment moins, qui ont une dépense énergétique plus faible, etc., on peut se retrouver dans des situations où si le régime est pas très riche en protéines, on peut avoir des apports insuffisants. Donc ça a été décrit. C'est pas la majorité des gens. Donc moi, je considérerais que ça s'applique, le fait que le besoin soit plus important en protéines, c'est possible, c'est même peut-être probable. Mais à mon avis, ça s'applique aux personnes âgées qui sont fragiles et pas aux personnes âgées vigoureuses. C'est-à-dire, c'est pas à 65 ans que d'un coup votre besoin en protéines augmente, mais c'est plutôt quand vous avez passé la tranche d'âge suivante et que vous êtes dans une situation un peu de fragilité physiologique, que là, il peut y avoir un besoin plus important. Mais il peut quand même être couvert par un apport à dominante végétale ou exclusivement végétale. Par contre, là, il va falloir faire un peu plus attention à la richesse en protéines des sources protéiques végétales qu'on utilise. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut davantage avoir recours à soit à des légumineuses qui sont la source végétale qui est historiquement et culturellement et pratiquement la plus riche, et naturellement, on va dire la plus riche, soit des analogues végétaux qui peuvent permettre d'enrichir en protéines un petit peu le régime pour éviter d'être en situation de non-couverture du besoin. Et ces sources de protéines sont préférables par rapport à des sources d'origine animale?
Bah, pour les mêmes raisons qu'on a données tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a des sources protéiques végétales comme les légumineuses, les produits céréaliers complets, ce qu'on appelle les fruits à coque ou les fruits oléagineux, c'est-à-dire les noix, les noisettes, les amandes, etc. Enfin, ces choses-là qui sont en plus très bonnes, et quelques autres sources végétales qui sont reconnues consensuellement comme très bonnes pour la santé. Voilà. Donc c'est celle-là naturellement moi que qu'on pourrait recommander de privilégier. Bien sûr, on peut aussi avoir, mais c'est valable pour toute la population en général, hein, on peut aussi avoir recours à des nouveaux aliments qui sont des analogues végétaux, enrichis, enrichis en protéines de façon avec des ingrédients riches en protéines, etc. Mais on a un peu moins de certitude. Moi, je trouve qu'on a un peu moins de certitude sur la valeur santé de ces sources protéiques-là, parce qu'on a un peu moins de recul et un peu moins d'éléments de preuve. Donc moi, j'ai plutôt tendance à privilégier l'abord classique de la nutrition, qui est avec des choses qui sont reconnues par tout le monde comme étant bonnes pour la santé. Plutôt mais maintenant les analogues, enfin c'est une autre question, hein, mais les analogues végétaux peuvent être utiles aussi aux gens parce que pratiquement c'est très facile d'avoir une transition vers une végétalisation de l'alimentation en utilisant des analogues. C'est évidemment beaucoup plus facile que de revoir entièrement son alimentation. Et moi je pense que c'est plutôt préférable, même si c'est plus exigeant, de revoir entièrement son alimentation. On peut se servir des analogues comme transition. Tu sais, c'est Ouais. une C'est ce bonne que je voie pense, pour ouais. C'est transitionner. souvent ce que je dis, que c'est des aliments de transition à mon sens, voilà. Ça veut pas dire, je suis pas en train de dire que c'est mauvais pour la santé. Je suis en train de dire que juste on a moins de preuves sur le fait que ça soit bon pour la santé qu'on en a pour d'autres sources protéiques végétales classiques, traditionnelles. Mais et encore là, il y a toute une gamme de substituts. Là. Il y en a des meilleurs que d'autres. Oui, exactement. Alors, on a publié une étude il y a pas très longtemps là-dessus. On a simulé le remplacement alors de viande par des analogues de viande, de lait et de produits laitiers par des analogues de lait et de produits laitiers dans l'alimentation des gens et regarder l'adéquation nutritionnelle. C'est un petit peu notre dada. Et on a vu que, alors pour les analogues de viande, par exemple, l'effet sur la qualité nutrimentionnelle, comme je dis des fois, nutrient quality, Oh, pas intéressant. nutritional quality, que la qualité nutrimentionnelle, c'est-à-dire qu'elle regarde les nutriments, est pas vraiment modifiée. Il y a des choses meilleures et des choses moins bien, ça dépend des nutriments. Et par contre, ce qu'on a constaté, c'est que c'était extrêmement variable selon le type de substitut. C'est-à-dire qu'il y a des substituts de très bonne qualité et des substituts de qualité assez médiocre, pour dire le moins. Voilà. Donc là, quand on utilise des analogues végétaux, effectivement, il faut faire attention simplement à regarder la liste des ingrédients. C'est déjà un très bon indicateur de la qualité du produit. Par curiosité, j'ai juste une question. Comme vous êtes expert dans les protéines, est-ce que vous avez une protéine végétale préférée que vous aimez bien manger? Ah, bah, bon, j'aime bien c'est vrai que j'aime bien les légumineuses. Je trouve ça c'est assez intéressant, mais voilà, c'est une source protéique, je trouve, qui est assez variée, qu'on peut assez accommoder de façon différente. Voilà. Mais j'aime bien aussi les produits céréaliers complets. Je trouve que c'est assez intéressant. En France, on a un peu de variété. Je pense que dans beaucoup de pays du monde, hein. On a quand même un petit peu de variété aussi culturelle dans les différents types de haricots, avec des choses un peu, voilà, un peu historiques, culturelles, régionales, avec des recettes derrière, le haricot tarbé, etc. Et je pense que c'est comme ça dans beaucoup de pays parce que les légumineuses sont historiquement implantées dans les cultures, alors plus ou moins ancestrales. Parfois, ça a été oublié, mais il y a toujours toutes les populations historiquement se sont développées avec des ressources sur des légumineuses, quoi. Mais on a beaucoup de travail à faire, je trouve, pour valoriser les légumineuses. Bah oui, c'est ça. Surtout dans les pays plus riches, Ouais. Non, malheureusement. c'est très sous-consommé, ça c'est sûr. Ben, il y a plein de questions, il faut remettre ça au goût du jour. Ça, c'est tout le monde est d'accord là-dessus. Toutes les recommandations vont dans ce sens-là. Mais il y a beaucoup de freins. Voilà, il y a beaucoup de freins parce que les gens ont perdu un peu de compétences culinaires, parce que il faut les aider un petit peu à réimplanter dans la culture, dans la pratique de tous les jours, en quelque sorte, hein. Si on veut vraiment que ça
ça s'amplifie dans les régimes pratiques des gens. Par rapport à toutes vos recherches, les recherches passées, présentes, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui se détache et que vous auriez envie de partager avec nos auditeurs? J'en suis arrivé à un point où je pense qu'on sait que les régimes qui sont bons pour la santé, c'est des régimes qui sont à dominante végétale. Alors, on peut s'interroger sur ce qui est mieux ou moins bien, à quel degré on place la dominance végétale, mais on sait à peu près quels sont les groupes alimentaires à privilégier et ceux à qu'il faut diminuer, etc. Donc là, les questions qu'on est en train de se poser maintenant, c'est plutôt quel est l'ordre, en gros, dans lequel il faut opérer les transitions. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Comment il faut faire? Est-ce qu'on commence par des analogues parce que c'est plus facile et puis ensuite on revoit entièrement son alimentation? Mais aussi, si on revoit entièrement son alimentation, par quoi on commence? En quelque sorte, qu'est-ce qui est plus important de faire en premier? Et ensuite, pour avoir un gain santé le plus important, le plus rapide possible, et pour éviter bien sûr des inconvénients d'insuffisance d'apport en nutriments qu'on peut avoir si on a une végétalisation de l'alimentation qui est pas du tout raisonnée. Voilà. Comme je dis souvent, si les gens deviennent végétaliens mais qui se mettent à manger plus de produits animaux mais uniquement des pâtes avec du Coca-Cola ou je sais pas quoi ou des chips avec du Coca-Cola, évidemment ça marche pas. Mais il y a beaucoup de gens qui font le changement très rapidement, là. Il y a des gens, des fois, après avoir Ouais, vu un c'est vrai. documentaire ou un livre, Ouais. ils vont faire vraiment une modification extrêmement rapide, là. Est-ce qu'il y a un bénéfice à ça? Est-ce que vous voyez un avantage de faire un changement rapide? Ah bah oui, bien sûr. C'est-à-dire que si on arrive rapidement à l'objectif, c'est encore mieux, évidemment. Mais il faut pas rater l'objectif. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus que ce changement-là conduise à des choses mal contrôlées et mal raisonnées. Voilà. Et puis il faut aussi que ça persiste dans le temps. Ça, c'est une autre question parce que les gens, si c'est un changement trop radical, après la question de la persistance et voilà, le fait de pouvoir tenir ce régime pendant assez longtemps, ce qui est pas forcément évident. C'est pas forcément la première marche. Enfin, voilà, il y a cette question-là qui se pose. Mais évidemment, oui, si on est capable, mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. C'est plutôt, enfin, à l'échelle des populations, les transitions sont quand même beaucoup plus lentes et graduelles en général. Mais ce qui manque, on est très, très carencé en connaissances dans la population. Je pense que plus on va faire de l'éducation, plus le changement va se faire rapidement. Et je pense qu'il faut beaucoup insister pour que ça dure dans le temps sur le plaisir Mmh. de manger végétal. Ah, on est bien Et d'accord, oui. ouais, il faut que ça soit bon et sinon les gens vont abandonner. C'est bien important. Ouais, il y a beaucoup d'inertie, hein, parce que quand on parle d'alimentation, on parle derrière de culture. Alors en France, on a quand même une culture qui est très ancrée sur les produits animaux, hein, gastronomiquement, voilà. Donc tout ça est lent. Il y a des pesanteurs, il y a des inerties au changement. Et effectivement, moi je crois que vous avez raison. Remettre du plaisir, de la pratique, de la culture, du goût, voilà, refaire de la tradition en quelque sorte, c'est-à-dire réintégrer dans des moments de partage des choses, des recettes qui sont bonnes, et qui sont pratiques aussi, parce qu'il y a quand même des aspects pratiques hein, dans nos sociétés modernes. Les gens ne sont pas prêts à passer des heures à cuisiner, mais il faut quand même qu'ils réapprennent à cuisiner. Il faut tout ça, voilà. C'est pas une mince affaire. Hein. Euh, Tantôt, Noémie vous a parlé euh, des études que vous avez menées, puis vous en avez mené beaucoup, là, en tout et partout. Là, vous avez participé à combien d'études scientifiques, docteur J'en ai Mariotti? aucune idée. J'en ai aucune idée. Il y en a trop, vous Mais n'êtes pas capable de les compter, là, hein, c'est ça? oui, non, mais surtout, je les ai jamais comptés. Je pourrais les compter, mais je les ai jamais comptés. Quand on aime, on ne compte pas, c'est ça, comme on dit. Mais là, présentement, euh, ces jours-ci, là, vous travaillez particulièrement sur quoi? Il y en a plusieurs. Il y a ce que je vous ai signalé qui est en collaboration sur les effets métaboliques, les effets des protéines végétales et animales
sur le métabolisme, donc notamment sur les aspects métabolomiques. Mais je fais beaucoup en ce moment d'études de type épidémiologique, disons, avec des simulations ou des modélisations pour essayer de voir comment on peut définir des régimes qui soient à différents niveaux d'apport en protéines animales et en protéines végétales et qui soient favorables à la santé. Et on est en train maintenant d'incorporer de plus en plus de répercussions sur des critères, sur des pressions environnementales notamment. Enfin, on est en train un petit peu d'élargir voilà, d'élargir notre champ de vision et aussi d'autres types de risques, des risques chimiques, des risques microbiologiques. Enfin, voilà. Mon sujet, c'est la transition végétale et notamment protéique de l'alimentation, mais avec des aspects très différents. Voilà. Oui, parce qu'on doit maintenant parler d'environnement, là, parce que un des Ben, c'est aspects ça. bénéfiques de la protéine végétale, justement, c'est euh, l'amélioration de Ouais. l'environnement, là. Et éventuellement, je pense que l'aspect éthique va aussi faire partie de l'ensemble des facteurs motivationnels aussi. Oui, c'est sûr. Il y a une transition aussi dans les attitudes des gens. Ça c'est certain. Les gens qui vont plus loin dans la transition végétale, ce sont des gens qui ont des questionnements, de ce type-là, qui sont présents chez eux. Et donc il y a des changements d'attitude et ces changements d'attitude prédisent vraiment les changements de comportement alimentaire des gens et des populations en général. Et ça, effectivement, c'est un mouvement assez fort aussi dans la société quand même. Donc, dans le fond, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un bénéfice sans aucun doute à aller vers les sources de protéines végétales, mais c'est d'aider les gens à faire cette transition-là. Ouais, c'est Les surtout gens ça ont la besoin d'être question maintenant. guidés. Ouais. Ouais. Bah oui. Ouais. C'est un peu pour ça qu'on fait un programme avec le comité des médecins. C'est pour justement les guider. Il faut être accompagné et je pense que ça prend de la recherche, comme vous. C'est super important. Puis je trouve ça vraiment agréable que vous puissiez venir parler au public en général de qu'est-ce que vous faites comme recherche. Moi, je trouve ça extrêmement important qu'il y ait un lien entre la population et les chercheurs. Et ce que vous faites aujourd'hui, de répondre à nos questions, pour moi, c'est quelque chose de super important. Et moi, je vous remercie d'avoir passé du temps avec nous. Puis on espère que vous allez pouvoir refaire encore d'autres entrevues parce que on veut savoir qu'est-ce que vous allez trouver dans l'avenir aussi. Ben, très bien. Alors, c'est d'accord, je reviendrai. Mettons avec impatience. Merci beaucoup. C'est noté. Merci beaucoup, professeur. Le Good Food Institute Europe, ou JFI, rapporte que la vente des produits d'origine végétale dans 13 pays européens se sont élevés à 5,7 milliards d'euros en 2022. Deux secteurs ont démontré des pourcentages de croissance impressionnants, soit la vente des fromages végétaliens, qui a assumé une augmentation de 102%, dépassant de 10 fois la croissance du fromage traditionnel. Mais voilà, au-delà de ce secteur, celui des alternatives aux produits de la mer a vu sa croissance faire un bond incroyable de 343%. Durant cette même période, la vente de viande et de lait d'origine animale ont chuté de 8% et 9% respectivement. Selon Carlotte Lucas, responsable senior de l'engagement des entreprises chez JFI Europe, ces chiffres montrent que l'appétit de l'Europe pour les aliments d'origine végétale continue de croître. Petit à petit, les produits véganes font leur nid. Ensuite, on passe à Anne-Marie Roy, notre chère diététicienne, qui va partager la nouvelle définition de la qualité des protéines proposée par des scientifiques. Anne-Marie, c'est à toi. Merci beaucoup, Anne. Nous aimons ça, vous partager un peu des études marquantes. Et une que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une publication scientifique qui a été faite par 5 chercheurs, 5 personnalités scientifiques importantes. Alors, vous avez David Katz, qui est un médecin. On a ici une nutritionniste de renom aussi.
et 3 professeurs très réputés qui font de la recherche sur la nutrition, dont, entre autres, David Jenkins. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous le connaissez. C'est un scientifique renommé maintenant mondialement. C'est lui, entre autres, qui a inventé l'indice glycémique. Donc, ces 5 chercheurs-là ont décidé de reviser un petit peu la définition des protéines ou de la qualité des protéines. Alors, dans la publication scientifique, on parle de certains faits, certaines réalités, entre autres que la carence en protéines est extrêmement rare dans les pays développés. En réalité, ce qui est beaucoup plus redoutable, c'est beaucoup plus les maladies chroniques qui sont en hausse constante. Et on apprend, et dans le fond, on confirme dans cette étude-là que les maladies chroniques sont amplifiées par la consommation de viande, particulièrement viande rouge et les viandes transformées, et que les végétaux, pour leur part, vont plutôt améliorer les maladies chroniques. Dans cet article, on mentionne aussi qu'à moins d'être sous-alimentés, les végétaux répondent aux besoins en protéines de tous et qu'il n'est absolument pas nécessaire de compléter soigneusement les protéines végétales pour en faire des protéines complètes. Si on mange une variété de végétaux dans une journée, on atteint sans aucun problème nos besoins en acides aminés. Et finalement, on dit aussi que la production de protéines animales a un impact très important, négatif sur l'environnement. La définition actuelle d'une protéine de grande qualité, ou on pourrait dire une qualité supérieure, on tient compte pour cette définition-là de la quantité de protéines et aussi du profil en acides aminés. Mais cette définition-là est plutôt trompeuse. Pourquoi? Parce qu'elle représente seulement la valeur d'une protéine prise isolément, mais on ne regarde pas les effets des autres composants qu'il y a dans l'aliment et on ne tient pas compte non plus qu'une alimentation est souvent mixte. On mange un peu de tout dans une journée et qu'on va avoir à ce moment-là différents types d'acides aminés dans une journée au complet. Dans l'étude, on parle aussi des allégations qu'on met sur les aliments. Vous avez sûrement déjà vu ça, hein, le mot riche en protéines un peu partout sur nos aliments. Eh bien, cette allégation-là est beaucoup utilisée par les entreprises et ça a un effet de halo santé. Et les consommateurs, en général, l'apprécient et vont s'y fier. Mais est-ce vraiment une bonne idée de mettre cette allégation-là? Est-ce que c'est vraiment utile? Eh bien, présentement, avec la définition actuelle, les viandes rouges peuvent avoir cette allégation-là, alors que certains végétaux ne peuvent pas avoir l'allégation. Et si vous remarquez ici, le blé et les pois ne peuvent pas avoir cette allégation-là, alors que le lait pourrait l'avoir. Alors, c'est vraiment injuste. Et quand on sonde la population, on se rend compte qu'à peu près 30% des consommateurs qui ont l'impression que les protéines animales ont un effet bénéfique sur la santé et que ceux qui n'en mangent pas manquent de certains nutriments. 50% disent s'assurer d'avoir une source de protéines à chaque repas et que 19% surveillent vraiment leur apport protéinique de façon attentive. Alors, les perceptions qu'on a par rapport aux protéines fait en sorte que malheureusement, on mange trop de protéines animales. Les auteurs dans cet article-là disent que la définition dominante présentement pour la qualité des protéines devrait être vraiment modernisée. Pourquoi? Parce qu'elle est obsolète et elle est contradictoire. Elle doit être modernisée pour s'aligner sur les objectifs en santé publique, sur la protection de l'environnement et sur les preuves scientifiques actuelles. Donc, la définition proposée par les chercheurs se base sur l'adéquation des protéines. Oui, on se base sur le profil en acides aminés, la quantité des protéines, mais aussi sur l'effet sur la santé et sur l'environnement. Alors, ça donne quoi comme avec la nouvelle définition?
on se rend compte qu'à l'époque, avec l'ancienne définition, on se rend compte que le score des viandes du bœuf était très élevé. On dit que le score maximum est à 1 et on voit ici que c'est 0,92 pour le bœuf, alors qu'avec la nouvelle définition, le bœuf régulier a un score de 0,31 et même le bœuf maigre a 0,64. Donc, on voit que ça diminue en termes de qualité. Et même le poulet avec la peau est à 0,65 alors que c'était avant 0,94. Pour ce qui est des végétaux, le soya garde sa cote, elle était déjà très élevée. Mais pour ce qui est des pois chiches qui étaient avant à 0,52, ben ça monte à 0,84. Les amandes qui étaient à 0,43 montent à 0,81 et le blé qui est à 0,41 monte à 0,81. Donc, on voit que en tenant compte de l'aspect santé et de l'aspect environnemental, ben, on fait augmenter la cote des végétaux et baisser celle des animaux. Et je pense que c'est beaucoup plus valable que cette nouvelle définition-là prenne la place de l'ancienne. Merci Anne-Marie, je préfère aussi cette définition. Alors maintenant, pour nous mettre l'eau à la bouche, nous accueillons Francesca Lazzaro. Francesca est à la tête d'un restaurant dans le sud de la France qui est 100% végétal, aux influences italiennes. Alors Francesca, bienvenue. Merci. Francesca, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours? Je peux dire que c'est un peu tout arrivé par chance ou par un cas, je ne sais pas exactement. En fait, moi, j'ai appris à cuisiner de ma grand-mère, mes grand-mères et ma mère. Du coup, j'avais déjà commencé à cuisiner depuis petite. Mais après, avec les années, je suis devenue végane. Je suis devenue végane dans le 2010. Du coup, tout ce que j'avais appris à faire dans la cuisine italienne, on dit traditionnelle, j'ai juste végétalisé. Du coup, j'ai pris des protéines végétales pour substituer les aliments et les protéines animales et les dérivats aussi, du coup, les œufs, le lait. Et j'ai juste fait ça. C'est le moins rien de difficile à faire. Parce qu'après, j'ai déménagé en France parce que je voulais changer un peu la vie. Et j'ai eu une occasion de connaître quelqu'un qui m'a fait connaître le monde vegan de Nice parce que j'habite à Nice. Et après, j'ai fait des petits apéros vegan dans un restaurant. Et depuis, j'ai commencé à penser d'ouvrir le mien. Et alors, ça c'est commencé tout avec un petit restaurant et voilà, je suis là. Rien de quoi. J'ai une question pour toi, Francesca. J'aime toujours entendre que les gens ont appris à cuisiner de leur grand-mère, que ce sont des recettes familiales. J'adore ça parce que c'est clair que moi aussi, j'ai cuisiné avec ma grand-mère. Je suis pas chef comme toi, mais c'est juste que ça me rend chaud au cœur. Donc, est-ce que tu pourrais parler un peu plus de tes origines, des plats que tes grand-mères faisaient ou ta maman? Est-ce que tu pourrais parler davantage de ça? En fait, ce que le plus j'aime, c'est les lasagnes ou les pâtes au four. Et du coup, avec les sauces, avec les boulettes, ou des sauces bolognaises qui sont toujours, on dit si vous voulez, des protéines. Et bon, j'ai appris vraiment à faire les bases, la sauce, à faire les pâtes. Et à faire la plupart des recettes, même si vous voulez, en Italie, on a les scallopine avec la sauge. Et du coup, voilà, c'est juste utiliser les mêmes produits et substituer la viande, voilà. Parce que la farine, la sauge, l'huile, c'est tout le même. La viande, on va changer juste la viande, on va utiliser les protéines de soja à la place de la steak ou il y a plein d'autres choses qu'on peut utiliser à la place. Est-ce que, Francesca, on peut quasiment considérer que tous les plats peuvent être véganisés? Je pense que la plupart des choses, mais vraiment le 99% des choses, on peut les reproduire en végétal. Si c'est pas vraiment le même goût, mais au moins que c'est un bon goût et que ça fait plaisir à manger. Et est-ce que tu as des Italiens qui sont déjà venus justement au restaurant et ont essayé ces plats? Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Oui. Jusqu'à maintenant, la plupart, il a été contente et satisfait et bluffé. C'est ça la chose qui
ça me plaît plus, c'est le fait que les gens me disent qu'ils sont bluffés des fois. Il y a une fois, j'ai fait une daube, parce que là, ici, il y a un plat français qui s'appelle la daube, et c'est fait à base de morceaux de viande avec une sauce de vin rouge et légumes. Moi, j'ai juste fait la même recette avec des protéines de soja déshydratées. Et il y a eu une fois qui est venue me voir, elle me dit, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de viande ici? Parce qu'elle était étonnée, voilà. Et tu as aussi quand même beaucoup de clients qui ne sont pas du tout véganes, mais Oui. ils viennent et reviennent parce que c'est bon, n'est-ce pas? Oui, j'ai pas mal de clients qui sont pas véganes. Et ils sont contents parce qu'ils savent que la qualité des produits, c'est assez haute et que leur santé, ça va prendre même plaisir. Oui. Mais ils ne sont pas encore véganes. Mais peut-être vous allez les changer, vous allez les inspirer. Oui, il y en a ils sont venus pour la première fois et ils me disent, nous, on est en train de prendre cette route, d'essayer de devenir au moins végétarien, après peut-être vegan, et c'est déjà pas mal. Puis il y a des gens célèbres qui vont à ton restaurant. Je pense que Neil, d'ailleurs, est allé. Oui, c'est vrai. Je suis fan. Star. Oui, mais en fait, c'est bizarre parce que je connaissais déjà Monsieur Neil Bernard parce que c'est un peu lui qui m'a fait devenir végane parce qu'une des premiers documentaires que j'ai vus à l'époque, c'était un documentaire de Dr Neil et c'était une des choses qui m'a convaincue le plus à devenir végane. Voilà. Tu nous parles de toute cette nourriture fantastique, on aimerait bien quand même la voir. Alors, qu'est-ce qu'on voit là, Francesca? Là, c'est un risotto à base de betterave et du faux bacon frit, grillé, avec de la roquette et des morceaux de feta. Okay. La feta, c'est à base de fromage de noix de coco, du lait de coco et des arômes. Et le faux bacon, c'est à base de farine de maïzena et les arômes avec comment ça s'appelle? Paprika fumé, des poivres, du concentré de tomate. C'est juste pour donner un petit peu de couleur. Et après, on le cuisine et voilà, on a fait notre bacon. Ça, c'est le millefeuille aux épinards avec un faux ricotta et des épinards. C'est une des plats qu'il a mangé, Monsieur Bernard, quand il est venu chez moi. Une des premiers plats. C'était le mois de mai de 2019, je me rappelle. Et c'est juste un plat qu'on fait souvent en Italie pendant la Pâques. Et on appelle la torta pasqualina, où on met une millefeuille et on va farcir avec des œufs, du ricotta et des épinards. Nous, on a juste changé la ricotta avec une ricotta végétale fait maison, toujours à base de tofu. Les œufs, on a mis de la farine de pois chiche et rien d'autre. Voilà, sans souffrance. Là sont les pizzas. Là, il y a une pizza margherita et la pizza avec le pesto. Il y a un pesto fait maison à base de basilic, parmesan maison et pignon et sel, tout simplement. Et la mozzarella aussi, c'est fait maison à base de lait de soja. Ça, c'est le tagliatelle alla puttanesca. C'est un plat typique italien qui naît déjà vegan. Il n'y a rien à faire pour le changer. C'est très facile et vite à faire. Il y a juste des tomates cerises, des olives, des capres et un petit peu de... Moi, j'ai mis du sésame parce qu'il faut un petit peu de sel en plus. Et voilà. Le parmesan, c'est fait maison. On a fait nous le parmesan. Ça, c'est une carpaccio de thon qu'on a fait avec des feuilles de riz qu'on a fait mariner avec des algues. Et après, on a garni avec des capres, du citron et de la roquette. Wow. Ça, c'est une steak de chou-fleur avec un chou-fleur rôti avec des curcuma et des autres épices. Une sauce au poivron rouge, romesco, et des carottes grillées avec des lentilles. Il y a plein de protéines et plein de fibres.
Et s'il y a le fameux tiramisu d'Utopia, il y a pas mal de gens qui me disent que c'est meilleur et plus léger du vrai tiramisu, parce qu'en fait, il n'y a pas des œufs. Et normalement, ce sont les œufs qui rendent le tiramisu lourd. C'est fait justement à base de lait de soja, de la vanille et des gâteaux végétaux sans lait, sans œufs. Et du café. Cheesecake chocolat noisette. C'est un cheesecake tout simplement à base de soja et chocolat avec de la crème de noisette. C'est vraiment rien de difficile à faire et c'est très bon. Ça, c'est un flan en figue. C'est un flan avec une pâte feuilletée à la base, une confiture de figue à l'intérieur et une garniture à crème de vanille avec des figues et de la chantilly végétale. Super, merci beaucoup. Je vous invite à aller visiter Francesca si vous êtes dans le sud de la France, à Nice, c'est ça, Francesca? Oui, c'est à Nice. Super, merci infiniment. On te retrouve aussi sur Instagram avec le nom. Alors, quel est le nom de ton Instagram pour qu'on sache? C'est Utopia-restaurant-veggie italienne. Merci à vous. Merci, Francesca. Merci. Alors ensuite, on passe à Noémie, qui va partager des statistiques de l'évolution des choix de protéines. Noémie? Les protéines végétales ont plus que jamais le vent en poupe. En effet, le marché des protéines d'origine végétale est un marché en pleine expansion et devrait croître à un taux de 14% par an d'ici 2024, représentant un tiers du marché mondial des protéines. Alors forcément, les industriels s'y intéressent fortement et on a constaté, je pense un peu tous, une augmentation des produits à base de protéines végétales dans les rayons de nos supermarchés, en passant des burgers aux poudres, aux bars véganes et protéinés. Il y en a de plus en plus. Alors, cette demande n'est pas vraiment surprenante et s'explique principalement par une prise de conscience des avantages liés à la consommation de protéines d'origine végétale. Alors, parmi eux, le fait que les protéines végétales, et Anne-Marie nous en a parlé plusieurs fois, elles fournissent des vitamines, des antioxydants, des sels minéraux et surtout des fibres dont les produits d'origine animale, rappelons-le, sont dépourvus. Alors, donc les protéines végétales sont bonnes pour la santé, elles sont bonnes pour notre environnement, bien sûr, et aussi pour la protection de nos animaux. Le marché des protéines végétales, c'est une bonne nouvelle, est un marché en hausse et les légumineuses sont mises à l'honneur pour notre plus grand plaisir puisque sur la seule période de 2010 à 2014, le nombre de produits contenant des légumineuses a augmenté de 74%, c'est pas rien. Les ventes mondiales annuelles des substituts de viande à base de produits végétaux sont en hausse de 8% par an depuis 2010, c'est pas mal. Et le marché des boissons à base de produits végétaux a quant à lui bénéficié d'une croissance annuelle de 33% durant les 5 dernières années. Alors le GEPV, le groupe d'études et de promotion des protéines végétales, a pu ainsi constater qu'en 1989, il y avait 300 produits contenant des protéines végétales. Et maintenant, vous voyez, 20 ans plus tard, on en est à 5415. Alors, c'est quand même 20 fois plus en tout juste 20 ans. C'est une super nouvelle. Et parmi les protéines végétales les plus consommées, alors arrive en première position le blé, en deuxième position le soja, en troisième position du podium, on a le pois, arrive ensuite la fève et le lupin en cinquième position. Alors, le lupin, il est possible qu'on soit un petit peu moins familier avec le lupin. C'est une plante avec des fleurs en forme de grappe et ce sont donc les graines que l'on consomme et elles contiennent à peu près 35 à 45% de protéines. Parmi les protéines, donc, je disais, les plus consommées, on a la protéine de pois, qui est en plein essor. Il y a un véritable boom de la protéine de pois et elle est présente dans 478 produits en 2019 contre seulement 42 en 2001. Donc, c'est quand même 11 fois plus qu'il y a presque 20 ans. Et ceci montre bien l'envie de la population des gens de consommer une alimentation qui soit de plus en plus diversifiée. Et on a quand même un choix assez grand en ce qui concerne les protéines.
Comme l'a dit autant de fois aussi Anne-Marie, que les protéines, elles ont quand même un arc-en-ciel de nutriments. C'est à l'instar des protéines d'origine animale, puisque par exemple, la protéine de pois est fabriquée à partir de pois qui ont une excellente source de protéines végétales, mais aussi de glucides et de vitamine B. Donc, c'est quand même très, très, très intéressant. Alors, en vue de ce contexte, alors on le voit, ça vient tout droit du ministère de l'Agriculture français. Donc, c'est quand même, voilà, ça fait plaisir à voir. Avec ce gros titre, l'agroalimentaire amorce sa transition vers les protéines végétales. Dans un rapport de France Stratégie pour l'Assemblée nationale, il est indiqué que le défi principal des politiques publiques pour contribuer à une alimentation saine et durable est l'évolution vers une alimentation comportant moins de viande de bœuf et de produits laitiers. La végétalisation de notre alimentation apparaît comme une voie de réduction de l'impact carbone du système alimentaire mondial. Donc tout ça, ça nous vient quand même du ministère de l'Agriculture français. Ce sont des bonnes nouvelles. Et ce qui implique, ils le disent, de consommer plus de protéines végétales en substitution des protéines animales. Le 1er décembre 2020, le ministre de l'Agriculture en France lançait le plan protéines végétales qui vise à réduire la dépendance de la France aux importations de protéines végétales des pays tiers, mais qui encourage également les Français à augmenter leur consommation de protéines végétales afin de répondre aux nouvelles recommandations nutritionnelles. Alors, en vue de développer la production de protéines végétales en France, eh bien, on mise sur quoi? Inévitablement, on mise sur les légumineuses qui sont les graines de l'avenir. Pourquoi? Parce qu'elles contribuent à la sécurité alimentaire. Elles possèdent une haute valeur nutritionnelle et elles constituent quand même, ces petites légumineuses, des cultures respectueuses de l'environnement puisque leur culture ne nécessite pas d'apport de fertilisants azotés et permet d'enrichir naturellement et durablement les sols. Donc, c'est quand même pas rien. Ce sont vraiment des graines d'avenir, comme le dit le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Pour terminer, le GEPV, après une étude sur la perception des protéines par les Français, nous montre que 3/4 des Français estiment que les protéines végétales sont bonnes pour la santé. On est d'accord? Elles sont éco-respectueuses et elles sont de bonne qualité gustative, comme nous l'a démontré Francesca en nous montrant tous ces bons plats. Donc, ce sont autant de bonnes raisons pour adopter, pour intégrer des protéines végétales dans notre alimentation. Merci Noémie. Vive les plantes et vive les protéines végétales. On remercie Francesca ainsi que François d'avoir participé à cet épisode d'Un Monde Sain. Et à vous, merci d'être venus pour écouter et pour partager dans les bonnes nouvelles des protéines végétales avec nous. On espère que vous avez trouvé ça très utile et on vous dit à la prochaine fois. Voici ce qui vous attend la prochaine fois sur Un Monde Sain. Alors, je vous présente rapidement un livre qui a été édité par François Mariotti, qui indique que ce sont souvent les enfants végétariens qui ont un meilleur état nutritionnel. Il faut savoir qu'il y a un décret 2011 qui encadre les repas dans les cantines scolaires et qui limite un peu les repas végétariens. Est-ce qu'un régime végétalien est sans danger pour les enfants? Cependant, ces questions devraient être inversées. Est-ce qu'un régime omnivore est sans danger pour les enfants? J'ai vraiment été confrontée à un manque total d'informations de la part des professionnels de santé. Je partage des recettes sucrées ou salées et en fait je mets en avant l'intérêt nutritionnel des aliments. Pour ce qui est du calcium, on le sait, c'est important pour la santé des os, pour la croissance des os chez les enfants. Quelques livres en français. Il y a Bébé Veggie de Ophélie Véron, ainsi que Petit végétarien gourmand. Que faire face à un enfant qui ne veut pas manger? Le problème reste le même. Nous avons hâte de vous revoir. Pour ne rien manquer, suivez le comité des médecins sur Instagram et Facebook.